Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Chers auditeurs, pour commencer cet épisode, je vais vous replonger dans un cours d'histoire. Vous vous souvenez peut-être de ce qu'est le traité de Versailles. Pour rappel, il est signé en 1919 pour mettre fin à la Première Guerre mondiale entre l'Allemagne et les Alliés. Le jour de sa signature est constituée la Société des Nations. C'est la toute première organisation intergouvernementale créée pour garantir la paix. Tout repose sur le principe de sécurité collective. La paix doit être assurée par tous et pour tous. Une agression contre un membre doit être considérée comme une agression contre tous les autres États de l'organisation. On trouve aussi des dispositions pour la coopération dans la santé, le trafic de drogue, le droit international ou la traite des êtres humains. Pourtant, la Société des Nations ne parvient pas à empêcher certains conflits d'exploser. C'est cela qui conduit à sa chute au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Une autre organisation prend alors la suite, l'ONU, mais 80 ans après, va-t-elle connaître le même destin que son ancêtre ? C'est la question qu'on passe à la loupe dans cet épisode. Pour commencer ce podcast, on ne s'installe pas dans le studio, je vous emmène à New York, au siège de l'ONU. Nous partons avec Charles Haquet, le chef du service Monde, qui arrive à l'instant. Bonjour Charles. Bonjour. Le téléporteur de la loupe qui peut nous emmener partout dans le monde est déjà prêt. Je te propose qu'on y aille tout de suite. Allons-y. Nous n'avons pas atterri dans les rues agitées de New York, au bord de l'East River, mais directement dans les couloirs de l'Organisation des Nations Unies. Charles, on prend la direction de la salle de l'Assemblée Générale. Oui, et pendant ce temps, quelques explications sur ce qu'est l'ONU. Depuis sa création, après la Seconde Guerre mondiale, l'ONU a 3 missions, 3 piliers. D'abord, la paix et la sécurité, c'est-à-dire éviter et arrêter les guerres. 87 000 soldats sont dédiés au maintien de la paix, on les appelle les casques bleus. Ce deuxième pilier, c'est fournir de l'aide humanitaire, et le troisième, protéger les droits de l'homme et l'environnement. Le budget provient des pays membres dont les principaux contributeurs sont les États-Unis, la Chine, l'Allemagne, le Japon et la France. Charles, nous voilà dans la salle de l'Assemblée Générale, c'est immense, le plafond est très haut, il y a des centaines de sièges et tout devant un bureau en hauteur. Oui, c'est très grand parce qu'il faut accueillir les représentants des 193 pays membres. Il n'était que 51 à sa création en 1945. C'est ici, dans cette salle, que sont discutées et votées les fameuses résolutions de l'ONU. Des résolutions de l'Assemblée générale qui reflètent les points de vue des États membres, qui donnent des recommandations de politique générale, qui confient des tâches au secrétariat de l'ONU et aux organes de l'ONU. Et ils prennent aussi des décisions sur le budget. Une résolution votée à l'Assemblée générale de l'ONU, quel poids ça a réellement, Charles ? Ça a un poids relatif puisque c'est pas vraiment contraignant. Ça veut dire que l'ONU peut taper du poing sur la table sans que ce soit suivi des faits. Par exemple, un cessez-le-feu, on peut voter pour un cessez-le-feu, c'est pas pour autant qu'il va être effectif. Mais c'est quand même important parce que ici, chaque pays a une voix. Ça veut dire que la Barbade a autant de poids que les États-Unis. C'est pas le cas dans l'autre pièce où on va aller. Dans quelle salle tu nous emmènes ? Alors, je vous emmène dans le Conseil de sécurité, qu'on appelle aussi le P5. C'est juste ici. C'est beaucoup plus petit, tu le vois, il y a seulement 15 membres. Alors d'abord, il y en a 5 qui sont permanents, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Russie et la Chine. Il y en a 10 qui sont non permanents et qui sont élus tous les 2 ans, et donc qui tournent. Les membres permanents, ils ont un droit de veto. Et ici, les décisions sont contraignantes. C'est-à-dire qu'une résolution votée au Conseil de sécurité est obligatoirement appliquée par les États membres. Charles, dans cette salle, comme dans celle de l'Assemblée générale, il y a toujours un siège qui fait face aux autres. J'imagine que c'est celui du secrétaire général de l'ONU. Tout à fait. Celui qui est à sa tête, qui est aussi son porte-parole. Depuis 2017, il s'appelle António Guterres. C'est un Portugais de 74 ans, un membre du Parti socialiste portugais. C'était l'ancien Premier ministre du pays. Il a été ensuite directeur du Haut Commissariat aux réfugiés, que l'on appelle HCR. C'était en 2005. Sous sa tutelle, le rôle du HCR s'est accru. Il a vraiment fait ce qu'on appelle, et c'est de l'avis général, un bon mandat. Après cette réussite, il a été nommé par l'Assemblée générale secrétaire général de l'ONU, sur recommandation du Conseil de sécurité. Mais ça ne s'est pas aussi bien passé. Et pourquoi ? Déjà, on le considère et on l'appelle l'homme le plus malchanceux de la planète parce qu'il a quand même dû gérer un certain nombre de crises assez compliquées. Pendant son premier mandat, il a dû gérer Donald Trump. Il ne s'est pas trop mal débrouillé. Il a quand même réussi à limiter les dégâts.
Il a aussi dû gérer la pandémie de Covid. Après le départ du président américain, Guterres a pensé qu'il pourrait jouer un rôle plus important et enfin s'affirmer au sein de l'organisation. Seulement, il y a eu l'Ukraine, il y a eu Gaza. Son poste est vraiment compliqué parce qu'il reflète finalement les contradictions du monde. Il doit pointer du doigt, il doit sensibiliser, il doit essayer de convaincre, tempérer. Mais bon, à un moment où il n'y a plus tellement de consensus et dans une période où les fake news règnent, où les relations sont de plus en plus dures dans les commissions, où tout le monde s'accuse de mensonges ouvertement, ce qui n'était pas du tout le cas avant, c'est vrai que dans ce contexte-là, c'est beaucoup plus complexe d'arriver à mener son mandat. En fait, le mandat d'Antonio Guterres, c'est le reflet des difficultés que traverse l'ONU aujourd'hui. C'est sur ça que notre visite à New York se termine. On rentre au studio à Paris et tu nous expliques tout. Charlotte, ce qu'on aurait pu voir aussi pendant cette visite au siège de l'ONU, ce sont tous les bureaux des agences qui y sont liés. Tu en connais forcément, par exemple l'Organisation mondiale de la santé, qu'on appelle OMS, le Fonds monétaire international, le FMI, la Cour pénale internationale ou l'UNRWA qui vient en aide aux Palestiniens dans la bande de Gaza. L'UNRWA, dont on a d'ailleurs beaucoup parlé ces derniers mois, je dois avoir un résumé de ce qu'il s'est passé quelque part. Le voilà. Ce sont 12 employés palestiniens qui sont incriminés sur les quelques 13 000 personnes travaillant pour l'UNRWA à Gaza. L'UNRWA aurait participé aux attaques du 7 octobre. À quel degré? Avec quelle implication? Une enquête est en cours. Résultat, plusieurs employés ont été congédiés. Plusieurs pays ont décidé de suspendre donc leur aide financière à cette agence de l'ONU, et pas n'importe lesquels, puisqu'il s'agit des plus gros donateurs, 6 pays dont les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Australie et donc la France qui a annoncé hier qu'elle ne ferait pas de versement au premier trimestre 2024. Alors c'est pas le premier scandale de l'UNRWA qui est, il faut le dire, indispensable dans la région. Il y a eu un directeur d'école qui faisait partie du Hamas, des établissements qui auraient permis de stocker des armes, des manuels scolaires contenant des messages anti-israéliens. Mais dans une enclave contrôlée par le Hamas, il est quand même difficile de ne pas avoir des liens avec l'organisation. Et forcément, l'ONU a été pointée du doigt. Charles, quand on voit justement la situation au Proche-Orient, mais aussi en Ukraine, où des guerres s'enlisent, on se dit que l'une des missions principales de l'ONU n'est plus remplie. Oui, c'est un reproche qu'on fait beaucoup à Antonio Guterres, et une scène illustre ça. On est le 19 septembre 2023. Putin claims he had to act because Russia was threatened. But no one threatened Russia. Joe Biden est seul à la tribune, dans la grande salle qu'on a visitée tout à l'heure, et il condamne l'invasion russe. Il réaffirme le soutien à l'Ukraine lors de la grand-messe annuelle de l'ONU. Mais Emmanuel Macron n'est pas là, et son homologue britannique, Rishi Sunak, non plus. Tout comme, mais c'est moins surprenant, Vladimir Poutine et Xi Jinping. Déjà, en avril 2022, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, disait « Où est donc la paix pour laquelle les Nations Unies ont été créées et qu'elles devaient garantir ?» Est-ce qu'il y a d'autres dossiers sur lesquels l'ONU est pointée du doigt? Malheureusement, oui, en ce moment. Sur le conflit à Gaza, revenons-y. Après avoir condamné les actes de terreur du 7 octobre 2023 en Israël, Antonio Guterres a estimé que les attaques du Hamas ne s'étaient pas produites en dehors de tout contexte et que les Palestiniens avaient subi 56 ans d'occupation étouffante. En mars, il s'est rendu côté égyptien au poste frontière de Rafah pour dénoncer le cauchemar sans fin des Palestiniens. Puis ces déclarations d'une rapporteuse spéciale des Nations Unies estimant que le massacre était avant tout une réponse à l'oppression israélienne. En fait, certains reprochent à l'ONU, et particulièrement à Guterres, d'oublier le drame des Israéliens. Antonio Guterres est au cœur des critiques et ça n'est pas uniquement au sujet du Proche-Orient. Non, on lui reproche de façon plus générale d'être trop prudent et de ne vouloir fâcher personne, d'être trop en retrait. On l'accuse de ne pas s'être assez mobilisé au Soudan, en Éthiopie, de ne pas avoir assez mis la pression sur la Russie au moment de l'invasion et de s'occuper uniquement de volets un peu plus techniques, par exemple la centrale de Zaporijia en Ukraine. C'est déjà pas mal, mais c'est pas suffisant. En même temps, le secrétaire général n'a pas vraiment de pouvoir de sanction. Face à Guterres, il y a un conseil de sécurité qui paralyse l'ONU et le rend immobile avec des vétos intempestifs, notamment de la Russie et des États-Unis. Plus que jamais, ce conseil est devenu le terrain d'affrontement entre le camp des démocraties, États-Unis, France et Royaume-Uni, et celui des autocraties, Chine et Russie. Mais bon, toutes ces tensions, c'est pas nouveau. Et à quand elles remontent ? On peut remonter à 20 ans à peu près, un peu plus de 20 ans, en 2003, l'intervention américaine en Irak, sans mandat onusien, aussi l'action militaire en Libye en 2011, puis la guerre en Syrie. Nombre de pays africains pensent que l'ONU a mal utilisé le mandat du Conseil de sécurité et que la déstabilisation de la région à cette époque a eu des conséquences durables,
en particulier au Sahel. Tout ceci a entraîné une suspicion persistante à l'égard des Occidentaux, et ça a été la même chose avec le Covid, et après 2022, avec l'invasion de l'Ukraine. Dans les pays du Sud, le sentiment de deux poids, deux mesures a grandi, entre d'une part le soutien à Kiev de l'Occident et son indifférence supposée à d'autres conflits d'autre part. Tout ce que tu nous racontes, est-ce que ça peut vouloir dire que l'ONU ne parvient plus à être utile ? Alors, attention, parce qu'il ne faut pas résumer l'ONU non plus à son Conseil de sécurité et à ses guerres idéologiques que l'on trouve au siège de l'ONU à New York. C'est aussi un travail de terrain. Certaines agences font un travail crucial, comme le Programme alimentaire mondial, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, et où, encore une fois, on en a parlé tout à l'heure, le Haut Commissariat pour les réfugiés. Souvent, d'ailleurs, leurs membres font preuve d'un grand courage. Ils vont dans les endroits les plus reculés de la planète, là où peu d'autres humanitaires osent se rendre. L'ONU ne devrait donc pas disparaître comme c'est arrivé à la Société des Nations. Il est temps de se demander comment réformer l'organisation pour la sauver. Charles, j'ai pris quelques notes pendant notre discussion et tu as largement souligné les difficultés au sein du Conseil de sécurité. Alors, est-ce qu'on pourrait changer le fonctionnement du P5 ? Déjà, il y a le sujet du droit de veto. Est-ce qu'il faut le remettre en question ? C'est une question à la fois taboue, c'est une question qui revient comme une arlésienne à New York au sein de l'ONU. Mais bon, c'est une question très complexe. Si Washington, Moscou et Pékin ne disposaient pas de ce droit de veto, ils se désengageraient immédiatement du Conseil de sécurité. Le veto est donc le prix à payer pour que les plus grandes puissances y restent engagées. Donc c'est pas que négatif. Ça permet aussi à ces grandes puissances de s'exprimer, de rester fortes. Ça permet aussi de ne pas se faire la guerre. Comme ils ont le droit de veto, ils restent au sein du Conseil. S'il n'y avait pas ces droits de veto, ils en sortiraient. Et donc, ils se feraient la guerre plus facilement. C'est en tout cas l'avis de nombreux experts qui estiment que le fait de les maintenir dans ce cénacle, ça permet justement d'éviter un certain nombre de guerres. C'est un peu une soupape de sécurité. En revanche, on pourrait imaginer donner un coup à ce droit de veto. Et comment ça fonctionnerait ? En 2022, l'Assemblée générale a fait passer une résolution non contraignante, donc, stipulant qu'à chaque fois qu'un membre du Conseil de sécurité utiliserait son droit de veto, il devrait le justifier dans les 10 jours devant l'Assemblée générale. C'est une idée intéressante. Par le passé, la Chine a déjà renoncé à mettre son veto car elle redoutait la mauvaise publicité que cela lui apporterait. Il faut s'imaginer Poutine devant 192 membres en train de justifier son invasion de l'Ukraine. Ça ne veut pas dire qu'il n'aurait pas fait, mais en tout cas, ça lui mettrait une pression supplémentaire qu'il n'a pas eue. Autre option, Charles, que de nouveaux pays fassent partie de ce Conseil de sécurité. Oui, c'est vrai. Pour l'instant, la composition et le fonctionnement sont fondés sur la géopolitique de 1945, de l'après-guerre. En fait, c'était surtout le Conseil de sécurité des gagnants de la guerre. Beaucoup sont pour élargir ce Conseil de sécurité. La France et le Royaume-Uni sont prêts à agrandir le cercle avec l'entrée au P5 d'un représentant africain, mais aussi de l'Allemagne, du Brésil, de l'Inde et du Japon. Mais la Chine, en particulier, s'y oppose farouchement. Par ailleurs, prendre davantage en compte les intérêts des pays émergents, c'est très important. Ça permettrait de réduire la fracture avec ce fameux Sud global. Il faut leur donner des garanties, des signes que l'on n'est pas préoccupé par nos seuls intérêts. Quelles autres possibilités de réforme tu as pu identifier durant cette enquête ? Alors on a appelé pas mal d'experts qui nous ont donné des idées intéressantes. Par exemple, renforcer la coopération avec des agences régionales. C'est un fait difficilement contestable. Les budgets onusiens sont insuffisants. Aujourd'hui, l'ONU est sur 16 théâtres d'opération. C'est beaucoup, c'est coûteux. D'où cette idée, plutôt que de déployer des forces sur toute la planète, l'ONU pourrait renforcer sa coopération avec des organisations régionales, donc, et des pays particuliers. Par exemple, en octobre, le Conseil de sécurité a autorisé le Kenya à diriger une mission multinationale d'assistance à la sécurité en Haïti. On peut aussi imaginer doter l'ONU d'une force armée, donner plus de pouvoir à l'Assemblée générale, au secrétaire général, mais ces idées, pour l'instant, ne sont pas vraiment travaillées. Ces changements, Charles, est-ce qu'ils pourraient arriver bientôt ? C'est très difficile à dire. Antonio Guterres mise beaucoup sur son sommet de l'avenir en septembre prochain. C'est un grand raout où il va essayer de donner une nouvelle impulsion, un nouvel élan à l'ONU. Certains craignent toutefois que les ambitions de ce grand rendez-vous, qui va aborder pêle-mêle la question de l'intelligence artificielle, de l'espace, de la jeunesse, soient quand même bien trop élevées. Et beaucoup disent que ce sommet risque d'accoucher d'une souris. Lors de son sommet mondial du millénaire, c'était en 2005, Kofi Annan, son prédécesseur, avait réussi à réunir 146 chefs d'État et de gouvernement, espérant que cette fois, les dirigeants répondent aussi présents. Si je te suis bien, Charles, il y a quand même des raisons d'être optimiste pour l'avenir de l'ONU. Oui, et puis un monde sans l'ONU, ce serait encore pire. Même s'il est imparfait, il y a des bonnes choses. On l'a dit tout à l'heure avec les casques bleus, avec l'humanitaire.
Bon, maintenant, peut-être qu'il faut réduire son champ d'action, ses ambitions, et passer à l'école du réalisme. On pourrait citer, pour finir, le diplomate suédois Dag Hammarskjöld, si je dis bien, qui a été le 2e secrétaire général des Nations Unies. C'était entre 1953 et 1961. Et il a dit « Les Nations Unies n'ont pas été créées pour nous amener au paradis, mais pour nous sauver de l'enfer. » Merci beaucoup Charles pour ce récit très complet sur l'avenir de l'ONU. À bientôt. Charles Haquet, rédacteur en chef du service Monde de l'Express. Ce grand dossier sur les difficultés de l'Organisation des Nations Unies est à lire sur l'express.fr. Une bonne raison, chers auditeurs, de vous abonner pour 1 € le premier mois. Si nos épisodes vous plaisent, parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi suivre La Loupe sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer ou encore Podcast Addict. Et pour nous écrire, l'adresse est toujours la même, laloupe@l'express.fr. Cet épisode a été monté par Léa Bertrand avec Milena Rossi et réalisé par Jules Cros. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.